D'accord. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox, le cycle de conférences WhatsApp 2022. Merci de votre fidélité, merci à ceux qui ont participé aux autres conférences. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'adresser cette conférence à l'attention des pharmaciens d'officine en particulier, mais pas que. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur Félicia Ferreira, qui sera accompagné du professeur François Devred et également de Victor Lévy. On va se donner 1 ou 2 minutes pour laisser rentrer les derniers participants sur cette conférence. Et puis ensuite, je céderai la parole pour commencer au docteur Félicia Ferreira. Pour ma part, je suis Julien Delpech, je suis le fondateur d'InVivox, une plateforme dont l'objet est le partage de connaissances entre professionnels de santé. Nous avons permis à plus de 150 000 professionnels de santé sur InVivox en 2021 d'accéder à différents types de contenus de formation, à tout type de professionnels de santé et tout type de formation médicale. Je vous propose de patienter pendant 1 minute en musique. Et puis, ensuite, je cède la parole au docteur Ferreira. Je vais partager mon écran. Voilà, je vais... J'ai largement de temps, parce qu'on a 40 minutes. Donc, je peux y aller. Si vous truc à intervenir, moi j'ai pas essentiellement de master après, mais... Du coup, j'enlève mon masque. Merci. Non, c'est moi, parce que là, tu peux même en fait. Même en traduction. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle conférence organisée par InVivox, le cycle de conférences qui s'appelle WhatsApp 2022, 15 conférences qui abordent les grandes tendances, les espoirs, les grandes attentes de l'année 2022 dans 15 différents domaines. On a parlé la semaine dernière de gastro-endoscopie. Aujourd'hui, on va se consacrer à ce qui attend les pharmaciens en 2022. Mercredi, ça sera pour les neurologues. On a un thème sur le Covid long. Vous avez vu passer les différentes conférences prévues jusqu'à la fin de l'année. Merci infiniment, docteur Félicia Ferreira. Merci, professeur Devred. Merci, Victor Lévy, d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose sans plus attendre de vous passer la main, de vous donner le microphone, à commencer par vous, docteur Félicia Ferreira. Bonjour, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette invitation sur un sujet qui me préoccupe beaucoup. Donc, je suis pharmacien d'officine, je suis installée à Hello dans les Bouches-du-Rhône. Et je suis aussi vice-présidente de la Société française de pharmacie clinique, donc, qui est une société savante. Et la question de la télésanté et du télésoin pharmaceutique nous a beaucoup préoccupe beaucoup et fait l'objet d'un groupe de travail spécifique. Donc, je vous propose d'abord de définir un petit peu, quand on parle de télésanté appliquée à l'officine, de quoi parle-t-on ? En fait, la télésanté, ça recouvre des actes qui sont réalisés à l'aide de technologies numériques. Et évidemment, ça inclut la visioconférence, mais ça inclut aussi la transmission de documents et qui permettent donc une pratique de la pharmacie à distance. Donc, ce qui s'est passé pour nous, c'est que le Covid a déclenché la pratique de ces actes de télésanté, puisque pendant le premier confinement, on s'est retrouvés notamment face à des gens qui avaient des traitements et pour lesquels tous les conseils de bon usage n'ont pas pu être réalisés au comptoir,
soit parce que c'était souvent un aidant qui venait chercher les médicaments, soit parce qu'on a pratiqué beaucoup de dispensations à domicile. Donc, très rapidement, les questions du bon usage lors de la dispensation se sont posées. Et puis, dans un deuxième temps, il y avait, et vous le savez, donc, une démarche d'entretien conventionnel, une démarche d'entretien pharmaceutique qui a été mise en œuvre avec nos tutelles et qui confie aux pharmaciens la responsabilité de réaliser des entretiens pharmaceutiques, des bilans partagés de médication avec les patients pour s'assurer notamment de l'observance, mais aussi de la tolérance, de la manière dont ils prennent leurs médicaments. Et donc, toutes ces étapes, bien sûr, pendant le premier confinement, n'ont pas pu être réalisées. Et du coup, on s'est penché sur ces outils de télésanté qui ont été mis à notre disposition, et notamment un outil de visioconférence qui a été mis à disposition par l'Agence régionale de santé PACA, et qui nous a permis, par exemple, quand les pharmaciens, quand les patients avaient besoin d'un suivi pharmaceutique particulier, de nous permettre de communiquer avec eux. Donc, ça a été vraiment une phase qui a permis de déclencher ça. Il y a eu aussi un autre événement pendant ce Covid, c'est que les gens avaient besoin d'accéder aux soins, avaient besoin d'accéder à un conseil médical, avaient besoin d'avoir un diagnostic et ils n'osaient pas se précipiter dans les cabinets pour les raisons que l'on connaît. Donc, dans ce cadre-là, de nombreux pharmaciens ont été amenés à mettre en place des bornes de télémédecine et dans lesquelles il y avait besoin parfois d'assister le patient pour qu'il puisse consulter un médecin. Donc, en fait, ces outils de télésanté on va dire, et de télésoins se sont imposés à l'officine à cette époque du Covid. Et du coup, ensuite, on y a réfléchi, on les a travaillés et on s'est dit qu'effectivement, ça ouvrait pas mal de perspectives aux pharmaciens et surtout aux patients, puisque ça répondait aussi parfois à des modes d'organisation de patients, peut-être des patients plus jeunes qui préfèrent un entretien en visio plutôt que de se redéplacer à l'officine. Et du coup, on l'a adapté et on l'a proposé dans le cadre du sevrage tabagique où, après un entretien socle, on propose des entretiens de suivi réguliers et du coup, par le mode de la visioconférence qui convient parfaitement. On a aussi la possibilité de proposer aux patients des entretiens téléphoniques. Et donc, voilà, au niveau des outils, on a jonglé avec tous ces outils qui permettent une communication à distance. Et puis, la marche d'après, ça a été se dire, pourquoi pas, quand le pharmacien a besoin d'une expertise pharmaceutique, pourquoi ne pas mettre en jeu cette télépharmacie entre un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier, par exemple, au sujet d'un patient ou pour une expertise médicamenteuse, pour un patient qui en éprouverait le besoin ou une situation qui en éprouverait le besoin. Donc, en fait, si vous voulez, du coup, on a aussi parlé d'échanges de données informatisées qui concernent le patient et je crois que notre agence régionale de santé, là, aujourd'hui, vient de nous proposer des outils qui sont très, très performants et très utiles. Donc, je ne sais pas si on peut parler ici de cet objet qui s'appelle Azure Réseau, qui est en fait une sorte d'application que les professionnels de santé peuvent télécharger sur leur smartphone et qui permet à la fois l'échange de données entre soignants et qui permet aussi l'archivage de documents sur les patients. Donc, c'est tout récent, ça vient d'être mis en place par l'IES et les structures de l'ARS qui s'occupent de la manière dont on va communiquer entre soignants. Voilà, donc du coup,
ce télésoin, ce télésoin pharmaceutique, cette télésanté appliquée à la pharmacie, ça ouvre aujourd'hui de nombreuses perspectives pour permettre de s'adapter à tous les besoins des patients, et ça permet aussi aux pharmaciens de conseiller des applications qui permettent aux patients de vérifier l'observance, de noter des informations utiles par rapport à leur santé. Il y a beaucoup d'applications qui sont dans cette configuration, et le pharmacien est vraiment au cœur de cette offre de télésanté, aussi bien pour une mise en lien que pour son usage personnel, que pour convenir aux attentes d'un patient qui préférerait ce mode, ou une situation qui imposerait ce mode de communication. Je tiens à votre disposition si vous avez des questions. Je vais... Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à l'issue des 3 présentations, des 3 topos des 3 orateurs. Vous pouvez les poser directement dans le chat ou dans l'icône Q&A de ce webinaire. Je vous propose de passer le micro maintenant à Victor Lévy. Victor est étudiant en faculté de pharmacie. Il est également lauréat du concours Pépite, également à la junior entreprise de la faculté. Victor, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci du coup pour l'invitation. Je fais mon tour de remerciement comme Madame Ferreira l'a fait. Du coup, moi, je reviendrai un peu sur ce qui a été dit par Madame Ferreira, parce qu'elle a quand même bien balayé un peu l'officine de demain, et surtout sur l'aspect numérisation un peu du soin pharmaceutique. Je reviendrai en exemplifiant un peu, en donnant un peu des applications concrètes de ce qui peut être fait, notamment sur en fait l'espèce de shift qu'il y a eu dans la dispensation pharmaceutique, quand un officinal entre guillemets se contentait de faire une analyse des ordonnances des patients, plusieurs niveaux, y apporter un certain conseil. Mais maintenant, on tourne vraiment vers un modèle qui est complètement adapté aux patients, complètement personnalisé, en conformité avec les bonnes pratiques pharmaceutiques. Voilà, il y a vraiment un avant-après Covid de ce côté-là. L'idée, c'est voilà, comme ça a été ratifié dans la loi de financement de sécurité sociale, c'est optimiser le parcours de soins du patient, le responsabiliser à la fois avant et après sa prise médicamenteuse, tout au long de son parcours, et faire de lui un réel acteur de son soin pharmaceutique, et plus seulement de la dispensation. Il y a un appel à projet qui a été lancé par la Fédération nationale de l'information médicale, qui cherche à résoudre justement ces problématiques patients. J'ai répondu à cet appel à projet. Avec mon équipe, on a pour projet de développer un peu cette numérisation de l'entretien pharmaceutique du patient, de telle sorte en fait, qu'il ait accès à une information médicale plus complète. Et concrètement, l'idée, ce serait en fait d'avoir une sorte de plateforme, donc une application ou un site sur lequel le patient peut accéder à des vidéos préenregistrées, éventuellement à un chatbot, voire même des ETP en live. Donc, c'est un genre de télésoin pharmaceutique. Tout ça pour en fait démocratiser un peu cet accès à l'information médicale, et pour que le patient comprenne vraiment les tenants aboutissants de ces traitements. Et dans l'idée, en fait, ce serait après, grâce à cette plateforme, beaucoup de données seraient générées par patient, et donc après, ça serait arriver à extraire ces données, à en faire quelque chose qui ait de la valeur, pour pouvoir personnaliser au plus possible les ETP en fonction de chaque profil de patient qui serait de l'utilisation de cette plateforme. Voilà, donc ça, c'est vraiment un grand changement de paradigme, on va dire, cette personnalisation de la santé jusque dans l'officine. C'est quelque chose qu'on voyait déjà à l'hôpital, mais qui est vraiment en train de se démocratiser dans la pratique en ville également. Je sais que Madame Ferreira a aussi parlé de cette coordination qu'il faut qu'il y ait entre hôpital et officine, notamment entre les pharmaciens, c'est-à-dire faire appel à la télexpertise entre pharmaciens hospitaliers et pharmaciens officinaux,
C'est quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui, qui est très étudié. Il y a un dispositif à Marseille qui s'appelle Rétrofficine, qui cherche justement à ça. Donc, Rétrofficine, c'est pour rétrocession et officine. Je ne connais pas le niveau de connaissance des participants de ce webinaire, mais la rétrocession hospitalière, en fait, c'est l'activité de dispense depuis l'hôpital vers les patients de ville, parce qu'un patient il ne va pas rester toute sa vie à l'hôpital. Donc forcément, à un moment, il y a une transition qui doit se faire entre l'hôpital et la ville, et c'est cette activité de rétrocession. Et donc voilà, l'idée de rétrofficine, c'est vraiment de développer un dispositif qui permette une meilleure coordination en fait, de tous les acteurs, à la fois hospitaliers et officinaux, de ce parcours patient pour que le patient reparte avec les informations les plus claires sur ses traitements, qu'il soit au courant de ses problèmes d'observance, de ses problèmes de tolérance, de tout ce qui peut avoir attrait à sa prise médicamenteuse. Il y a aussi en oncologie, très concrètement, quelque chose qui se développe actuellement sous l'égide de l'URPS, de la SFPC et même de l'ARS, sur voilà, une meilleure prise en charge des patients en oncologie, notamment ceux qui prennent des chimiothérapies. Donc voilà, qui est en train de se situer autour de ces grands axes de téléexpertise, de télésoins, tout ça pour toujours dans le même but, qui est vraiment d'optimiser le parcours patient, de responsabiliser le patient dans sa prise médicamenteuse et pour, voilà, pour faire baisser la iatrogénie, améliorer les traitements et tout ça pour avancer vers un but commun qui est vraiment voilà, une meilleure santé in fine. Voilà, moi, j'en ai à peu près terminé ce que je voulais dire. J'espère que les exemples étaient assez parlants. C'est ce qui se fait actuellement, quoi. Merci beaucoup, Victor Lévy. Professeur François Devred, vous êtes le vice-doyen de la faculté de pharmacie à Marseille. Je vous laisse la parole et on prendra ensuite les questions des participants. Donc, merci beaucoup. Donc, effectivement, je m'appelle François Devred, donc je suis professeur en service biophysique, mathématiques et informatique de la faculté. Et donc, dans ce cadre-là, eh ben, j'essaie de suivre au mieux et de plus près les évolutions justement des métiers, notamment dans ce qui concerne le numérique. Et donc, effectivement, au fil des années, là, depuis maintenant 2015 et même un petit peu avant, on a vu apparaître dans les sujets de thèse des étudiants en pharmacie des thèses qui justement tournent autour de l'intelligence artificielle, du numérique et des transformations que ça a, aussi bien dans les filières industrie qu'en officine, dans tous les domaines tous les grands domaines de la pharmacie. Et donc, pour accompagner cette évolution des métiers, donc il y a ce que vous a présenté Félicia et Victor qui sont véritablement sur le terrain. Et nous, à l'université, on essaie aussi en complément de proposer des formations aussi un peu plus théoriques au départ, mais très appliquées quand même, pour accompagner ces changements, donc ces futurs métiers qui existent. Donc, on a un master qui s'appelle ingénierie de la santé, dans lequel il y a un certain nombre de parcours qui sont proposés aux étudiants en pharmacie, mais aussi les étudiants qui viennent d'autres formations scientifiques, par exemple. Et au-delà des deux, donc un master qui a été créé en 2016, qui avait plusieurs parcours dermo-cosméto, drug design. Et depuis quelques années, on a rajouté plusieurs parcours qui sont plus en lien avec ces évolutions-là. Pardon. Donc, notamment le parcours innovatif diagnostic and therapeutic drug products, donc qui est un titre en anglais, non pas pour faire moderne, mais parce qu'il a effectivement l'intention de assez vite basculer en anglais dans les années prochaines, ce qui permettra d'accueillir des étudiants du monde entier. Et donc, il y a pour objectif d'apporter des connaissances théoriques et pratiques sur le développement de candidats médicaments dits innovants. Donc, c'est tout ce qui est thérapie cellulaire, thérapie génique, imagerie moléculaire, radiologie interventionnelle, radiothérapie interne vectorisée. Donc, des domaines qui ne sont pas forcément très connus du grand public, mais dans lesquels le pharmacien a justement toute sa place. Et donc, ces formations qui sont faites par des enseignants-chercheurs qui pratiquent leur recherche dans ces domaines-là, justement, peuvent apporter aux étudiants les dernières avancées et de la recherche et de ce qui sera utilisé plus tard. Un autre parcours qui est encore plus récent, qui a été créé cette année, s'appelle DigiPharm, pour Digital Solutions for Pharmaceutical Sciences. Donc pareil, un titre en anglais, parce qu'on va bientôt basculer en anglais, probablement dès l'année prochaine si on y arrive. Et donc qui est
là pour amener aux étudiants pharmaciens une double compétence en numérique au sens large, machine learning, mais pas uniquement. Donc ça, ce parcours-là s'est imposé au fil des années parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait dans les amphis des étudiants qui étaient déjà très, très doués là-dedans. Donc ils codaient pour s'amuser. Et donc on a essayé de faire se réunir ce goût qui était plus un hobby qu'autre chose, qui était complètement déconnecté de leurs études, pour le ramener, pour le valoriser dans le cadre de leurs études. Et donc, on a commencé comme ça à avoir des étudiants qui venaient travailler dans les labos pour donner un coup de main, automatiser des processus, à l'hôpital, la même chose. Donc, on a commencé par créer une unité d'enseignement en lien avec ça. On a vu qu'elle avait pas mal de succès. Et donc là, on a ouvert cette année un parcours de master, petite promo pour commencer, mais qui accueille des pharmaciens et leur apprend à coder ou en R, en Python, et sur des projets tutorés à développer des solutions numériques à des problématiques pharmaceutiques bien réelles. Et donc, on verra à la fin de l'année à quel point les étudiants ont réussi à s'insérer, mais pour l'instant, on a déjà des entreprises qui nous les demandent. Et d'ailleurs, au fil des années, on voit qu'on a de plus en plus de pharmaciens dans des grosses boîtes pharmaceutiques, certes, mais aussi purement informatiques, telles que IBM. Et les étudiants qui sont là-bas nous disent qu'il y a un vrai besoin de cette interface. Il y a beaucoup de gens qui savent coder, beaucoup d'informaticiens, beaucoup de gens qui font de l'intelligence artificielle, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont justement cette compréhension du monde de la santé et encore plus du monde du médicament. Donc là-dessus, les pharmaciens qui se forment à ces disciplines-là ont un véritable avantage, on va dire, sur le marché du travail, et en tout cas toute leur place dans cette révolution numérique qui touche le domaine de la santé comme tous les autres domaines. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous raconter sur les formations qui sont développées actuellement à la faculté et qui essaient d'accompagner au mieux ces évolutions-là des métiers de la pharmacie. Merci beaucoup, professeur François De Wrede. Merci à tous les trois. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer aux questions et réponses, enfin aux questions surtout, des différents participants. Je vais piocher dans les questions et puis je vous laisse, en fonction de la question, y répondre l'un ou tous les trois en même temps si vous le souhaitez. Alors peut-être, on va commencer par une question très pragmatique d'un des participants, ça doit être une question suite à votre introduction, docteur Ferreira, sur les différents outils. Alors ces outils ont un prix. Est-ce que les pharmaciens sont prédisposés à payer pour ces nouveaux services? Alors, le prix de ces services, en fait, déjà la communication entre professionnels de santé, aujourd'hui, c'est des solutions, en tout cas en PACA, qui sont proposées par l'Agence régionale de santé. D'accord? Donc ça, c'est des solutions qui sont sans coût, on va dire, et qui permettent à des professionnels de communiquer entre eux pour la prise en charge d'un patient. Ensuite, il y a les services proposés de télémédecine. Effectivement, ça, c'est un pharmacien d'officine, c'est un chef d'entreprise. Donc, c'est en fonction de l'offre qu'il a envie de satisfaire et du besoin qui est rencontré dans son territoire de santé. Je pense que dans les déserts médicaux, il y a une nécessité. Je pense qu'après, c'est une question d'arbitrage économique, effectivement, d'une offre qui rencontre un besoin, en fait. D'accord. Est-ce que vous voulez apporter un complément à cette réponse, François ou Victor? Juste préciser que ces activités sont rémunérées par la sécurité sociale. Il y a des tarifs conventionnés et comme je vous ai dit, avec les lois de financement de sécurité sociale qui se succèdent, on va de plus en plus vers justement ce changement de l'activité de détail du pharmacien, de la vente aux particuliers, vers vraiment tout cet accompagnement du patient et qui donc fait intervenir toutes les technologies dont on a parlé et qui donc à terme seront de mieux en mieux peut-être rémunérées ou de plus en plus intéressantes pour le pharmacien d'officine qui, comme Madame Ferrer l'a dit, reste un chef d'entreprise, donc qui est aussi préoccupé par sa rentabilité, sa trésorerie, etc.
Alors, peut-être pour continuer sur cette voie-là, il y a une question toujours sur justement la téléexpertise. Est-ce qu'il est envisageable de développer cette téléexpertise entre le pharmacien d'officine et un médecin spécialiste? Je veux bien vous répondre qu'aujourd'hui, si le pharmacien doit s'adresser à quelqu'un, il va s'adresser, je pense, soit à un collègue hospitalier pour avoir une expertise sur un médicament, soit au médecin traitant de la personne pour lui signaler un problème. Et je pense que c'est le médecin traitant de la personne qui, après, peut solliciter l'avis d'un spécialiste. Mais je pense qu'aujourd'hui, la téléexpertise, je trouverais normal qu'elle se cantonne au niveau de compétences de base, enfin de chaque métier, de compétences métiers. Si j'ai un problème avec l'état de santé d'un patient, mon interlocuteur, ce n'est pas un pharmacien hospitalier, c'est peut-être pas le médecin spécialiste, mais c'est le médecin traitant de la personne. D'accord. Très bien. On a une question sur l'innovation également. Est-ce que vous pensez que l'innovation vient essentiellement justement des groupements pharmaceutiques, des grossistes répartiteurs, du public comme l'ARS, ou bien plutôt du monde privé, type les startups, pour justement développer toutes ces solutions? Très bonne question. Je pense qu'actuellement, elle vient de partout à la fois. Donc, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient le plus, mais je sais qu'à l'université, qui est le monde que je connais le mieux, est très sensible à ça et fait très attention à accompagner les chercheurs quand ils ont des projets à développer. Donc, il y a les dispositifs, même étudiants, comme le dispositif PEPIT, dont pourra vous parler Victor mieux que moi. Mais c'est vraiment on a un vice-président, une vice-présidente en l'occurrence, chargée de la valorisation sur l'université, qui vraiment fait un gros travail d'information pour que dès l'entrée à l'université, les étudiants soient conscients qu'il va falloir innover, et c'est possible. Et donc, nous, tout ce qu'on va pouvoir sortir de l'académique qui est valorisable, ça passe par des sociétés d'accélération de transfert des technologies qui permettent de valoriser ça derrière. Donc, on va dire qu'autant à l'époque, il y avait une grosse différence entre les chercheurs académiques qui faisaient leurs recherches dans leur coin, le monde du privé qui essaie de valoriser les choses. Maintenant, les frontières sont tout à fait possibles. On peut se dégager du temps académique pour aller travailler dans une entreprise. Donc, ça facilite cette valorisation et cette innovation explosive avec le numérique. Donc, je pense que ça vient de partout à la fois. Et ça devient de plus en plus difficile même de faire la différence entre les différents mondes que vous avez cités. Et alors, du coup, si je peux me permettre, au-delà de l'innovation technologique, derrière, il y a des innovations organisationnelles qu'il faut qu'on mette en place. Et là, on est dans le cœur, justement, de ce prolongement d'outils d'intelligence artificielle, comment ils vont faciliter l'analyse pharmaceutique, comment ils vont faciliter le repérage de situations à risque, comment ils vont faciliter la mise en œuvre d'entretiens qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre dans le cadre de certaines organisations. Donc, en fait, je pense que quand on regarde les innovations, effectivement, elles sont, il y a le prolongement de l'innovation technique, c'est vraiment le prolongement de l'innovation organisationnelle. Et par rapport aux startups, moi, aujourd'hui, si on parle des LGO d'officine ou des logiciels médecins, je pense que c'est quand même des choses qui sont très fermées et qui ne sont pas interopérables. Et je pense qu'on souffre tous de ce manque d'interopérabilité et qui, à terme, risque de tuer les startups, de tuer les sociétés qui vont innover, parce que le pharmacien ne va pas pouvoir, j'imagine comme le médecin, accumuler énormément d'applications les unes avec les autres qui ne communiquent pas. Et donc, si nos logiciels, et je pense qu'ils le savent plus ou moins, hein, les éditeurs de LGO, et c'est pour ça qu'ils ferment bien la porte à l'interopérabilité, hein, c'est pour garder effectivement une sorte de monopole sur l'information et sur ce qui est dans l'officine. Mais un officinal ne peut pas accumuler 5-6 applications, une qui va lui permettre de communiquer avec le patient, une qui va lui permettre de communiquer avec le médecin, l'autre qui va lui faire de l'analyse pharmaceutique.
un peu plus poussé. Donc, du coup, tant qu'on n'a pas cette interopérabilité, on va avoir des problèmes organisationnels derrière. Et tant qu'on n'a pas cette interopérabilité, eh bien, on va couper la branche des startups qui voudraient peut-être, et le choix des pharmaciens qui voudraient peut-être se dire, bah, tiens, moi, je mettrais ce module en plus. Par rapport à mon organisation, je mettrais bien ce module en plus dans mon LGO pour qu'il communique et que je n'ai pas à ressaisir 50 fois les mêmes informations pour utiliser plusieurs applications. Alors, à ce propos, justement, on a un commentaire d'un des participants qui dit que ces initiatives e-santé sont plutôt locales et qu'elles ne sont que locales, que ce soit pour la rétrocession ou la messagerie sécurisée Azure Réseau dont vous avez parlé. Le commentaire du participant est de dire, voilà, pour avoir un changement global, il faudrait être market practice partout en France, vous venez d'en parler, être intégré dans les LGO, et que le pharmacien y voit son intérêt économique aussi. Et donc, la question du participant, c'est quel acteur réellement peut pousser ce changement, selon vous? L'interopérabilité des systèmes, donc une volonté de rendre les systèmes interopérables et pas seul, enfin, je pense que créer une interface qui permette de communiquer, de déposer des données et de les extraire dans n'importe quel autre système permettrait à la France entière, je pense, d'avoir une avancée importante tout en sécurisant ce qui est normal, les données recueillies par les professionnels de santé et les données du patient. Et ça serait peut-être bien que ce soit des politiques qui s'en chargent en premier, ou en tout cas quelqu'un clairement missionné par les politiques, parce que l'enjeu est quand même très important. On ne peut pas tout confier à des entreprises privées. Donc, ça pourrait être l'Agence du numérique en santé, selon vous, par exemple, ou le Health Data Hub, qui est justement, selon vous, ça serait le bon acteur, justement, pour rendre, ou en tout cas, ou réglementer, donner une obligation d'interopérabilité entre les différents systèmes? Ça pourrait être une bonne chose, ouais. Oui, ça serait pas mal. Et pas simplement en passant par une interface qui serait, moi je dépose cette information, par exemple comme un DMP, de dire, tiens, moi je vais ouvrir juste au DMP, parce que l'idée derrière, c'est d'ouvrir aussi aux startups et de laisser aux pharmaciens le choix de son modèle économique aussi, et de dire, tiens, ce module, pour moi, il est intéressant, mais pour ça, j'ai besoin que ça communique avec mon LGO. Ça, je pense qu'il y a aussi une pression peut-être à mettre sur les éditeurs de LGO d'officine, qui se partagent le marché à 4, je pense. Après, juste pour ajouter quelque chose, je pense aussi que, comme vous avez cité, Julien, le Health Data Hub, l'Agence numérique en santé, ils doivent être des coordinateurs en fait, de ces mouvements-là, mais le vrai drive, la vraie impulsion, elle doit venir de plus haut. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, concrètement. La loi de financement de sécurité sociale a changé une partie de sa, comment dire, la rémunération avant la rémunération des pharmaciens sur certains actes un peu nouveaux, genre les entretiens pharmaceutiques, etc. La rémunération était différée à l'année N+1. Donc, ça faisait un peu des problèmes de trésorerie forcément pour les officinaux. Maintenant, ça a changé. Et le fait que ça ait changé, ça a encouragé clairement la pratique puisque ce n'était plus un problème de se faire payer à l'année N+1. On était payé en direct, etc. Donc, il faut vraiment que l'impulsion vienne d'en haut, que l'argent soit mis à disposition, que, comme du coup, c'est Alexandre qui a fait le commentaire, que le pharmacien il voit vraiment son intérêt économique. Et de là, parce qu'on ne va pas se voiler la face, c'est un peu l'argent en nerf de la guerre, c'est de là, de cette incitation économique, de cette, de cette impulsion, de cette dynamique de l'argent que viendront les réels changements, parce qu'on peut coordonner tout ce qu'on veut. Si les pharmaciens, à leur échelle, n'y trouvent pas leur compte, ça ne bougera jamais. Voilà. Merci de ces précisions, Victor. François, vous voulez ajouter quelque chose ou... Non, c'est bon. Non, ça va. D'accord, okay, pardon. On a une question de Claire sur l'impact de ces nouvelles technologies sur vos relations en 2021 et puis, puisqu'on est là pour faire de la prospective, sur les relations futures 2022-2023. Donc, l'impact de ces technologies sur les relations avec les médecins généralistes.
C'est un lien supplémentaire pour échanger des données. Forcément, c'est quelque chose de facilitateur dans la mesure où les deux parties le souhaitent. Hein. Si le pharmacien et le médecin trouvent pratique d'échanger des données comme ça, je pense que c'est un outil. Hein. Il faut le voir comme un outil, ni comme une obligation, ni comme mais quelque chose qui va faciliter, qui va fluidifier les échanges. Et une question également sur justement la formation des pharmaciens à ces nouveaux outils. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est organisée, cette formation, et est-ce que vous la jugez suffisante, la formation aux nouveaux outils de la e-santé, du digital? Au niveau des études, on est tous enseignants-chercheurs, donc on fait très attention aux évolutions, justement, que ce soit dans nos domaines disciplinaires, biologie, hématologie, biophysique, etc., mais aussi justement numérique. Et du coup, on essaye vraiment constamment, sans forcément refondre complètement nos maquettes d'enseignement, de mettre nos cours à jour, entre guillemets, c'est-à-dire donc de constamment apporter des nouvelles choses, donc, en faisant venir beaucoup de professionnels ou d'anciens étudiants qui justement sont partis dans le monde du travail et reviennent pour nous faire part de leurs expériences. Donc notamment dans le cas du numérique, c'est ce qui se passe beaucoup. Nos premiers intervenants, c'était des anciens étudiants qui, travaillant chez IBM, travaillant dans des grosses boîtes, venaient nous raconter ce qui se passait et ce qui est en train de se passer. Du coup, par ce biais-là, eh ben, on reste vraiment à la page et même on essaie de toujours anticiper ce qui va se passer. Et après, l'université, Aix-Marseille Université, c'est quand même une grosse université, donc on a des spécialistes de tout. Donc là, quand on a par exemple créé ce fameux master DigiPharm, la première chose qu'on a fait, on est allé voir chez les spécialistes de l'intelligence artificielle qui pouvaient venir nous faire des cours sur ce sujet-là. Donc ça, c'est une chance d'avoir sous la main toute une batterie de professionnels et d'experts dans toutes les disciplines possibles et imaginables, que les prochaines évolutions arrivent vers la physique, vers les maths, vers l'informatique. Ça nous permet, nous, de faire après le tri dans ce qui paraît le plus nécessaire, le plus urgent, pour pouvoir proposer ça aux étudiants en formation initiale, voire en formation continue dans un deuxième temps, par des formations type DPC ou DU, DSU, qui permettra après aux officinaux, par exemple, ou autres pharmaciens qui sont installés, de revenir avoir un complément de formation sur quelque chose qui, à l'époque, n'était pas enseigné et maintenant devient absolument nécessaire si on ne veut pas se retrouver complètement dépassé par l'évolution. Et pour appuyer donc, ce que tu dis, par exemple, nous, on propose au sein donc, de la faculté de pharmacie un certificat d'études supérieures universitaires qui était consacré à 40 heures d'éducation thérapeutique et auquel on a rajouté 10 heures de pratique de la télésanté, c'est-à-dire comment adapter sa posture éducative à la télésanté. Et il y a aussi cet aspect de simulation. Donc, de pédagogie grâce à la simulation qui est facilitée dans ce cadre-là et utilisée du coup. On a au sein de la fac un certain nombre de dispositifs. On a une pharmafac qui est une pharmacie virtuelle sur laquelle on peut s'entraîner à faire des entretiens, etc. On est en train de développer un peu la même chose au niveau recherche, industrie. Donc, on essaie de faire en sorte que les choses soient le plus pratiques et le plus modernes possible et le plus proche de la réalité pour que, justement, quand on fait venir des professionnels de l'extérieur, ils se retrouvent dans un environnement qui ressemble un peu au leur et que ça soit d'autant plus crédible et efficace pour les étudiants. Et je rajouterais aussi qu'il y a aussi des initiatives de pédagogie qui viennent des étudiants. Je sais, c'est un projet qui est en cours, qui n'est pas encore fait, mais qui est en train de mûrir, avec la junior entreprise de la faculté de pharmacie, donc la junior phocéenne du médicament. On est en train d'organiser ce qui s'appellerait la Pharmacadémie. Et en fait, l'idée, c'est de former donc, les étudiants de 5e et 6e année l'évolution du métier du pharmacien de demain. Je voulais faire la parenthèse parce que c'est vrai qu'on peut se concentrer sur le numérique, mais il y a beaucoup de choses qui changent aussi dans le métier officinal. Il y a notamment beaucoup de réglementations en matière de qualité, de système de management de la qualité au sein des officines.
C'est que là, on s'est concentré sur le numérique parce que c'est le gros changement de paradigme, on va dire. Mais voilà, il y a plein de petites évolutions, plein de petites mises à niveau à faire. Et voilà, c'est un projet qu'on a, nous, avec la Junior Entreprise, de vraiment faire venir des gens du terrain pour essayer de former bien les nouveaux officinaux de demain à toutes ces problématiques-là, dont l'assurance qualité en officine. Merci à tous les trois. Peut-être une dernière question qui nous vient de Noam et peut-être plutôt dirigée vers vous, Victor. Comment innover dans la e-santé pour que ces innovations soient au service des patients sans que ça passe forcément par une entreprise privée? C'est peut-être l'occasion justement de nous raconter l'initiative, ou en tout cas les pépites, hein, le dispositif pépite, j'y arrive, dont vous avez été lauréat. C'est la grande question. Vous savez, quand on fait un projet de boîte ou n'importe quel projet startup, la première question d'un investisseur, c'est où est l'argent? Où est l'argent? Comment on vous rémunère? Qui vous rémunère? Qui paye? Et c'est un peu la problématique de toujours, et je pense que ça sera quand même toujours une problématique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure vraiment de cette impulsion qui doit venir d'en haut, parce que voilà, il y a pas plus d'argent possible à mettre que via une institution publique qui comment dire, n'est pas intéressée économiquement à la réalisation d'un projet. Après, moi, je crois maintenant beaucoup aux startups à impact, à tous ces dispositifs comment dire, d'aide à la création d'entreprises qui ne soient pas économiquement intéressés au sens du profit pour le profit. Voilà, il y a beaucoup notamment la BPI, la BPI France, donc qui est comment dire, un agent d'accompagnement des startups, qui a récemment créé ce qui s'appelle, je crois, c'est un prêt, je crois que ça s'appelle le financement à impact. Et en gros, voilà, c'est des financements qui sont débloqués pour toutes les boîtes qui ont des vocations vraiment comment dire, disruptives dans un monde où voilà, on cherche toujours la rentabilité économique. Il y a des problèmes peut-être plus prégnants en ce moment qui doivent être adressés. J'ose espérer que ça se tournera vers ces dans l'e-santé, sans que voilà, ça soit par la génération de bénéfices incroyables et la rémunération grasse des actionnaires qui, via les fonds d'investissement, etc., pourraient éventuellement financer ces initiatives. Je finirai juste aussi en disant qu'il y a actuellement des mouvements étudiants. Il y a un fonds d'investissement étudiant qui s'est créé, qui s'appelle G-Ventures. Et eux, leur but, c'est de financer voilà, des initiatives étudiantes à fort impact, donc soit social, environnemental, d'inclusion aussi. Et voilà, ce genre de modèle par les étudiants, pour les étudiants, je pense que c'est un peu le monde de demain, dans le sens où dans notre génération, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus marquée du besoin de changement de nos modèles économiques et du règne économique actuellement. Voilà, j'espère que ça passera par toutes ces initiatives, en gardant bien en tête que voilà, l'impulsion du public et des autres institutions sera sûrement le plus grand moteur de cette innovation dans la santé, et pas que, mais de l'innovation, on va dire, désintéressée économiquement. Je sais pas Merci, si Victor. Est-ce que François ou Félicia, vous voulez conclure de votre côté? Moi, je suis très content d'entendre ce que vient de dire Victor. Je partage tout à fait son analyse. Après, effectivement, ça touche tous les milieux. Hein. On sait très bien que pour pouvoir mettre quelque chose en place, il faut beaucoup d'argent, et que l'argent se trouve chez de moins en moins de personnes. Donc, effectivement, le côté rentabilité va toujours venir parasiter un peu toutes ces activités. Chaque fois qu'un étudiant passe sa thèse, il fait le fameux serment de Galien, justement, où il répète qu'il est désintéressé, que je ne connais pas par cœur, je suis désolé, ça fait trop longtemps. Mais c'est bien à chaque fois de réentendre ça, parce que
les étudiants de pharmacie comme les étudiants de médecine et les autres spécialités médicales, quand même, au moment où ils passent sa thèse, rappellent qu'ils ne sont pas là pour faire de l'argent, mais bien pour soigner les gens. Donc, il faut que... Et c'est pour ça que c'est aussi bien que dans toutes ces startups, dans toutes ces grosses entreprises, il y a de plus en plus d'étudiants de pharma qui y aillent, parce qu'au moins, on est sûr que même dans ces grosses boîtes comme IBM, etc., il y a des gens qui ont fait ce serment et qui le respectent, j'espère, de servir justement leur prochain. Bon, bah, écoutez, je propose de terminer sur ce mot de la fin, les pharmaciens des grands philanthropes. Je vous remercie en tout cas tous les trois de votre participation à ce cycle de conférences. Je rappelle à tous les participants que c'était la 3e conférence et jusqu'à la fin du mois de décembre, enfin jusqu'au 15 décembre, on va avoir encore 12 conférences sur plein de thèmes différents, le Covid long, les thérapies cellulaires. Demain, on sera sur la neurochirurgie, on aura une partie sur la chirurgie plastique, on a le thème des infirmières aussi qui va revenir. Donc, n'hésitez pas à aller consulter l'Invivox Academy, le cycle WhatsApp 2022, où on vous propose gratuitement de vous inscrire et de participer justement à ce cycle de conférences. Merci infiniment à tous les trois. Bon appétit à tous les participants. Merci à tous de votre fidélité à l'Académie Invivox. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Au revoir. À tous. Je propose de terminer en musique. Merci à toutes et à tous. À très bientôt et excellent bon appétit.